Ces derniers mois, toute une génération, en Occident comme dans le monde arabe, a pu voir clairement que ni le droit international, ni la diplomatie des États ne suffisaient pour mettre fin au génocide, à l'apartheid et à la colonisation. Bien sûr, les décisions récentes de la Cour internationale de justice et les mandats d'arrêt émis par la CPI ont participé à affaiblir Israël et à révéler son vrai visage au monde. Mais elles montrent en même temps leur impuissance. Depuis la Nakba, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté des centaines de résolutions contre Israël. Pas une n'a permis d'en finir avec l'oppression des Palestiniens. Historiquement, le droit international s'est construit pour donner une enveloppe démocratique à la domination des impérialistes sur le monde. Il est très efficace pour garantir leurs intérêts, notamment lorsque le Conseil de sécurité permet de justifier l'invasion de la Bosnie, du Kosovo ou le bombardement de la Libye, soi-disant dans l'intérêt des peuples. Mais quand les intérêts des grandes puissances sont en jeu, ces leviers-là s'effacent. Jamais la CPI n'a condamné les crimes américains en Afghanistan et aucun tribunal international a exigé que les généraux français répondent des tortures commises en Algérie. De la même façon, à l'heure où les dirigeants impérialistes trouvent un intérêt à ressusciter la fable de la solution à deux États, il faut répéter le bilan important qu'a tiré toute une génération de Palestiniens à l'épreuve des accords d'Oslo. Aucun État palestinien ne peut prospérer à côté d'un État colonial, armé jusqu'aux dents, déterminé à s'étendre et animé par l'idée que sa survie implique d'éliminer un peuple voisin. Pour toutes ces raisons, la libération du peuple palestinien ne dépendra pas d'une décision juridique ou du choix d'instances internationales dont il est exclu. Elle ne pourra passer que par la lutte de l'ensemble des peuples de la région et des masses du monde entier. En mai 2011, c'est le mouvement de masse égyptien qui, après avoir renversé Moubarak, a contraint le nouveau gouvernement à permettre la libre circulation des Gazaouis pour la première fois depuis 2007. Depuis octobre 2023, c'est le peuple jordanien qui se mobilise contre la normalisation avec Israël, notamment devant son ambassade, en dénonçant la lâcheté des gouvernements arabes, l'interdiction du drapeau palestinien et la répression policière. C'est là que se trouve l'énergie et la force d'en finir avec la situation coloniale en Palestine. Il y a un vieux mot d'ordre du mouvement national palestinien qui dit que la route vers la libération de la Palestine passe par Le Caire, Amman et Damas. C'est un mot d'ordre qu'on revendique en tant que révolutionnaire. Pas parce qu'on pense que les régimes réactionnaires, égyptiens, jordaniens, syriens ou même libanais ou iraniens pourraient être des alliés de la lutte pour la libération de la Palestine, mais parce qu'on croit que la fin de la colonisation, elle passera par une révolution menée par le peuple palestinien en alliance avec les travailleurs et les classes populaires de la région. Cette lutte, elle se fera contre l'impérialisme et sa mainmise sur la région, contre les gouvernements complices d'Israël, mais elle devra aussi tendre la main aux travailleurs et à la jeunesse israélienne qui acceptent de rompre avec le sionisme, à l'image des jeunes réfusniks, aussi minoritaires soient-ils aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne partage ni les méthodes, ni le programme, ni la stratégie du Hamas. Qu'on ne partage pas les illusions de ceux qui croient que le salut de la Palestine pourrait passer par une alliance avec l'État iranien aujourd'hui, Bachar al-Assad hier, au point de parfois légitimer la répression par ces régimes des luttes ouvrières et populaires. La lutte du peuple palestinien est indissociable de la lutte contre le capitalisme et l'impérialisme, et elle peut même en être un moteur fondamental. Comme Jabra Nicolas et les révolutionnaires palestiniens de la 4e internationale avant nous, on croit fermement qu'une Palestine libre, laïque et socialiste sur l'ensemble du territoire de la Palestine historique, une Palestine où juifs, musulmans, chrétiens et athées puissent vivre côte à côte avec des droits égaux dans une société entre les mains des travailleurs et des classes populaires, c'est possible. Et c'est même la seule perspective pour une véritable émancipation après des décennies d'oppression et de massacres. Aujourd'hui, certes, l'État d'Israël est radicalisé et d'une cruauté sans pareille, mais il est aussi affaibli sur la scène internationale. Malgré l'énorme force de frappe des puissances impérialistes, des millions de personnes, y compris des jeunes générations de juifs et de juives qui s'organisent par milliers aux États-Unis et dans le monde, savent dorénavant qu'Israël est une puissance coloniale barbare et il n'y aura pas de retour en arrière. Partout, le mouvement de solidarité s'est développé malgré les efforts des impérialistes pour l'écraser. Des millions de personnes dans le monde sont descendues dans les rues des capitales occidentales et continueront à le faire. Et par-dessus tout, Israël fait face à l'héroïsme d'un peuple qui ne veut pas mourir. De la grève générale de 36 sous le mandat britannique à la révolte des jeunes du quartier de Sheikh Jarrah en 2021, en passant par l'organisation des femmes des comités de secours de la première intifada, les Palestiniens luttent avec un courage exceptionnel contre le colonialisme et les impérialismes du monde entier. La situation extrême d'aujourd'hui, elle montre l'impasse du sionisme,
Un projet au travers duquel une partie des Juifs ont espéré échapper à l'antisémitisme européen et au traumatisme de la Shoah. Dans les années 30, Trotsky, comme les socialistes juifs, décrivait cette illusion comme un piège sanglant. Un siècle plus tard, la crise en Israël, la déchéance morale de ces élites et la crainte d'une guerre civile qui s'avive rappellent l'actualité de la maxime de Marx qui dit qu'un peuple qui en opprime un autre ne pourra jamais être libre.